Salut à tous, c'est Moon pour la chaîne Liberté de Conscience. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler ensemble de conditionnement. Alors que les choses soient très claires, on va tout de suite exposer les faits. Il faut savoir qu'on est tous conditionnés. C'est normal, c'est dans la nature humaine, on vit en société, on a reçu une éducation, on a été aussi influencé par nos histoires, par nos environnements. C'est tout à fait normal d'être conditionné. Là où c'est problématique, c'est lorsque ce conditionnement nous rend complètement inconscients et nous déresponsabilise de nos existences. C'est là que ça devient problématique. Et c'est justement le problème de nos sociétés actuelles, dans laquelle justement toute l'ingénierie sociale est organisée à ce que les individus ne disposent pas de leur conscience. Alors, bien sûr, il y a des degrés de conditionnement. Un ouvrier qui va travailler ou bien un militaire qui sert les manipulants, c'est des degrés de conditionnement différents. Ce n'est pas tout à fait la même complicité, mais dans les deux cas, il y a tout de même une complicité. L'intérêt de cet audio, c'est d'essayer de prendre conscience que tous, nous sommes plus ou moins complices, que ce soit passivement ou activement, mais par contre, nous avons des possibilités de court-circuiter ce conditionnement en participant le moins possible au jeu de la société capitaliste. Donc, pour ce faire, on va essayer de comprendre l'origine du problème. Puis, dans un second temps, on analysera un petit peu justement les manipulations en présence pour pouvoir s'en libérer ou s'en prémunir. Il faut comprendre que le conditionnement, c'est un peu comme le dressage. C'est-à-dire que l'intérêt du dressage chez les animaux, c'est qu'on puisse les contrôler et qu'on puisse rendre prévisible leur comportement imprévisible du fait de leur nature. Alors chez l'être humain, c'est pareil. On ne peut pas être sûr de tout. Donc il a fallu à un moment donné dans l'histoire qu'un groupe d'individus contrôle la masse, la collectivité, par justement ce dressage, ce conditionnement, pour utiliser un mot plus respectueux pour l'être humain, même si quand on regarde notre monde, on observe bien qu'il y a des comportements d'élevage ou de bétail. On voit que souvent les gens se comportent comme des moutons, ils suivent la masse. Voilà, c'est assez flagrant. Donc, dans cette volonté de contrôle, le conditionnement a tout son sens. Pour qu'un certain groupe d'individus impose leurs intérêts à l'ensemble, avec le temps, il a fallu que les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes à une époque où tout est massif. La population, les administrations, euh, tout est énorme. Donc, pour l'individu, le défi de pouvoir prendre en main son existence est beaucoup plus compliqué qu'à n'importe quelle époque de l'histoire humaine. Les sources de distraction, l'omniprésence de la main de l'homme dans l'environnement à travers nos sens est extrêmement prégnante.
Donc, pour tenter d'atteindre notre vérité ou notre être profond, c'est devenu très compliqué. S'il n'y a pas une volonté sincère et déterminée d'atteindre cette vérité et notre être profond, on ne peut pas y arriver. On ne pourra pas compter sur des choses extérieures à nous-mêmes. Il faut se prendre en main. Des êtres conditionnés ne peuvent que produire du conditionnement. Donc, il ne faut pas chercher à l'extérieur, ça ne sert à rien. Vous le voyez très bien, même dans vos relations sociales, ou même quand vous écoutez les gens, sont que des discussions de conditionnés. Ils ne font que de, comment dire, comme des perroquets, de répéter les valeurs imposées par leurs manipulants. Donc, vous voyez bien, les discours autour de l'argent, de la propriété, des dernières technologies, l'acquisition de nouveaux biens matériels, les plaisirs qu'il faut, enfin les plaisirs auxquels il faudrait courir derrière. Ça sera celui qui sera le plus médiocre, le plus débile, qu'on valorise. Voilà. Et souvent sous couvert, bien sûr, de bonnes intentions. Hein. Donc le conditionnement. Le conditionnement commence dès la naissance. Nous sommes tout de suite conditionnés puisque nous intégrons de facto la société en entrant à l'état civil, en ayant un prénom, un petit bracelet au poignet qui nous rappelle que nous sommes la propriété de la société. Et la question se pose de suite. Et c'est vraiment une question très importante à se poser. Est-ce que notre existence appartient à la société? Ou bien est-ce qu'elle nous appartient et de ce fait, nous en avons la responsabilité? Voilà. Évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt la première interrogation qui est la plus vraie. Les gens attendent toujours après quelque chose d'extérieur à eux pour vivre ou pour comprendre leur existence. Que ce soit l'État, la famille, les parents, les amis, euh, des modèles, on est toujours projeté vers l'extérieur. Et de fait, on se déresponsabilise et au fur et à mesure, notre conscience est complètement amorphe. Donc c'est très compliqué. Quand un individu n'a connu que du conditionnement, c'est comme un poisson dans l'eau. Pour lui, la réalité, c'est le conditionnement, c'est l'eau. Il n'imagine pas forcément un monde extérieur, les montagnes, le ciel, tout ça, ça il n'en a pas conscience. Et de toute façon, il n'en a pas besoin, le poisson. Il est très bien dans son environnement. Seulement l'être humain, il est noyé et de temps en temps, on le laisse un peu respirer. Parce qu'on a encore besoin de lui. On ne l'achève pas, on l'achève à petit feu. Il devient donc impératif de prendre conscience de ce conditionnement qui s'effectue, j'estime, entre nos 0 et 20 ans. Entre nos 0 et 20 ans, nous sommes bien sûr en construction et très influencés par notre environnement, que ce soit familial, social, économique, tout ce que vous voulez. Nous sommes comme des éponges. On absorbe et tout. Ensuite, une fois que ce conditionnement est bien ancré, la société propose entre 20 ans et 35-40 ans un conditionnement, une suite de conditionnements, que ce soit par l'université pour beaucoup, c'est-à-dire un prolongement de ce conditionnement par l'éducation nationale, qui n'est pas réellement ce qu'on pourrait appeler de l'éducation, puisque l'éducation
a pour, je pense, objectif de rendre l'individu autonome, de le rendre libre, tandis que là, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt du conditionnement, puisque on rend l'individu dépendant et finalement on le rend esclave. Donc il y a bien sûr la continuité par l'école, mais aussi la possibilité du conditionnement par le travail. C'est-à-dire que l'entreprise, le patron va venir remplacer la figure d'autorité de l'État qui était présente à travers l'école. Le conditionnement continue. Certains, parfois, ont une possibilité, une fenêtre de tir à ce moment-là. Certains ont cette désillusion vis-à-vis des espoirs qu'ils avaient fondés sur cette société. Ils ne trouvent pas leur place. Ils ne trouvent pas aussi les promesses de la société méritocratique. Et parfois, ils ont cette possibilité, cet accident de parcours qui va leur permettre, pour la première fois, de faire un retour sur eux-mêmes, une forme d'introspection. Ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Et là, ils vont commencer à discuter avec eux-mêmes et à découvrir leur conscience. Mais très vite, ils peuvent être tombés dans un reconditionnement organisé, je pense, par l'État, puisque c'est voulu par l'ingénierie sociale, mais ils peuvent être aussi conditionnés par la rue. C'est-à-dire que la rue va leur offrir des repères, une proposition d'avenir, une reconnaissance. Ça va être les marchés illicites, la drogue, ça va être la violence, et finalement, c'est une forme de conditionnement, mais par une autre voie, puisqu'elle défendra toujours les valeurs du matérialisme. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Aujourd'hui, on est dans une société de matérialistes. Nos manipulants au pouvoir sont des matérialistes. Les matérialistes, leur particularité, c'est d'avoir tué le transcendant, le rapport de l'humain à une force supérieure. Les matérialistes veulent jouir, coûte que coûte, veulent pouvoir disposer du pouvoir sans limite. Ce sont des individus extrêmement dangereux, mais qui ont réussi avec patience, au fil des siècles, à imposer leurs valeurs. Donc, dans ce parcours de vie, entre 20 et 40 ans, soit nous continuons notre conditionnement, bon gré mal gré, ou bien nous commençons à prendre conscience et à envisager une autre possibilité. Et là, c'est là que les choses vont se compliquer. Pour cela, il faut tout de même que nos besoins primaires soient garantis pour nous permettre de réfléchir, pour nous permettre d'être plus sereins, pour nous donner le temps nécessaire pour accéder à cette conscience. Il faut attendre 25 ans en France, parce qu'on parle de la France ici. C'est le pays dans lequel je suis né, où j'ai grandi et où je vis. Et donc, dans ce pays, il faut attendre 25 ans pour pouvoir disposer du RSA, anciennement le RMI. Le RSA qui va permettre d'avoir un minimum vital, évidemment, pour se nourrir, se vêtir et se loger.
Alors, je pense que c'est suffisant. Aujourd'hui, je ne sais plus, moi, je l'ai connu à 381 euros à l'époque. J'avais 25 ans, hein, c'était le RMI. Aujourd'hui, il me semble qu'on est autour des 500 euros. Évidemment, je parle bien sûr sur les besoins nécessaires, je ne parle pas sur la consommation. C'est deux choses différentes. Si on compte sur le RSA pour la consommation, là, c'est pas possible par contre. Mais si on a une vie d'asset, entre guillemets, ou bien même on peut se faire plaisir, je veux dire, aujourd'hui, même les pauvres peuvent disposer d'un compte Netflix, avoir des jeux vidéo. Vous savez, les choses sont bien faites, hein. La société n'est pas folle. L'abrutissement fait partie du conditionnement. Donc on va essayer de favoriser quand même l'accès au divertissement, à tout ça, aux pauvres, pour leur permettre de rester toujours déconscientisés. Alors, de 20 à 40, si nous n'avons pas fait le travail de déconditionnement, ce, voilà, ce que pourrait appeler, ce qu'a pu appeler Jung, donc Carl Gustav Jung, donc un psychanalyste du début du XXe siècle, le travail d'individuation, mais aussi ce qu'on pourrait appeler chez d'autres penseurs l'éveil, ou même chez Platon le fait de sortir de la grotte. Toutes ces choses-là, si on n'a pas fait ce travail-là jusqu'à 40 ans, c'est très compliqué par la suite. C'est très très compliqué. Puis, parce que à ce moment, l'esprit est vraiment conditionné, mais de manière béton. C'est-à-dire là, on a construit une carapace en béton armé, et cette carapace, comme toute carapace, va nous plaquer sur des choses très terre à terre. Il y a une force il y a une attraction déjà pour la matière qui est très forte. Mais si on n'a jamais travaillé entre nos 0 et 40 ans dans le domaine de l'esprit, il est très compliqué de se déconditionner après 40 ans. C'est pourquoi, lorsqu'on est conditionné et qu'on participe au jeu de la société, entre 20 et 40 ans, ce n'est pas une fatalité. C'est quasi une obligation, c'est normal, il faut vivre dans son temps, il faut aussi assumer ses responsabilités, il faut jouer un peu aussi au jeu de la société pour pouvoir ne serait-ce que vivre avec dignité. Et pas trop subir aussi la foudre et puis l'incompréhension de nos proches, de nos familles, de notre entourage et des individus très conditionnés. Mais il faut tout de même être honnête avec soi-même. Entre 20 et 40 ans, quand on participe au jeu de la société, il faut toujours y participer, certes, mais toujours en se posant les bonnes questions. C'est un peu comme un fumeur qui fumerait par faiblesse, mais qui en aurait conscience. C'est-à-dire qui en aurait conscience et qui, à chaque fois qu'il fumerait, il le sait qu'il le fait par faiblesse, et dans son fort intérieur, ce n'est pas ça qu'il désire. Ce n'est pas ça qu'il souhaite, ce n'est pas son idéal. Donc, le fait qu'il le fasse à contre-cœur fait qu'un jour, il va forcément mobiliser euh, des ressources pour se libérer tout doucement de cette addiction, de ce piège, de cette dépendance. C'est exactement le même processus pour cette société. On peut participer, mais toujours à reculons. Il ne faut pas montrer d'engouement ou d'enthousiasme à exploiter les autres, à toujours accumuler plus, à regarder ce qu'on a, à s'identifier à nos possessions, à nos rôles sociaux. Il faut essayer d'être honnête avec soi-même et d'aspirer à quelque chose
de plus transcendant qui nous élève, qui nous mène vers une forme d'excellence. C'est un parcours, c'est un chemin, c'est une quête. La vie prend tout son sens dans cette direction. La vie n'est qu'un passage, c'est un test. Pour les plus éveillés, eux, ils savent que ce n'est qu'un passage et ce n'est qu'un test, cette vie, faite d'épreuves. Pour les matérialistes, c'est plutôt une source de plaisir et de jouissance qu'il faut toujours renouveler en permanence. Donc, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, on va les laisser dans leur délire, mais nous, on va tenter de reprendre un peu de contrôle sur nos vies pour tenter de vivre une vie bonne, une vie heureuse, une vie bonne. Et pour ma part, une vie bonne est une vie dans laquelle on peut mourir en paix. C'est ça l'objectif. C'est de soigner notre sortie. On ne sait pas à quel moment elle adviendra, on ne sait pas dans quel état on sera au niveau de notre être, mais il faut faire en sorte qu'on soit en paix. Et donc, il faut être le plus léger possible. Pour ce faire, je vais vous donner quelques conseils que j'applique moi-même aujourd'hui à 42 ans. Je l'applique, j'essaye tant bien que mal de m'y accrocher. C'est un parcours, parfois je peux trébucher, mais je continue constamment. C'est vraiment, franchement, les conseils que je vous donne, ce sont des choses que j'incarne moi-même. C'est très important ça, parce que vous trouverez tout sur Internet. Vous trouverez énormément de beaux propos de gens, de philosophes, de ceci, de cela, mais est-ce qu'ils l'incarnent? Est-ce qu'ils incarnent dans leur vie ce dont ils parlent? C'est très 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 important. Là, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience et mes constatations pour se libérer et être plus en paix avec nous-mêmes et beaucoup plus fort et protégé contre les attaques du système. Donc, premièrement, c'est très important, il ne faut pas avoir de crédit bancaire ni de dette, car c'est ce qui va renforcer le système. Le système capitaliste est fondé sur l'usure, et donc, à partir du moment où vous avez des crédits bancaires ou des dettes, vous les renforcez et vous jouez leur jeu. Ce n'est pas votre intérêt. Vous n'êtes pas eux. Donc, vous n'avez pas à les singer. Pas de crédit bancaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un crédit bancaire enferme notre mental dans la matière. Et il est très compliqué ensuite de pouvoir disposer de notre esprit pour s'élever. Faites attention, ceux qui ont des crédits le savent très bien, la charge mentale est conséquente. Il n'y a pas de repos quand on a un crédit bancaire. Faites attention à cela. Mais il y a aussi d'autres raisons beaucoup plus profondes mais que, enfin, c'est pas le but de cet audio, mais comme par exemple le fait que ça nous projette dans un futur qui est trop lointain, qui est trop improbable, et donc il y a une déconnexion du rapport au réel qui, voilà, enfin tout ça, c'est voilà, ça pourrait faire aussi l'objet d'autres audios, vidéos. Je pense que j'en ai parlé aussi dans mes précédentes, et puis j'en parlerai, j'espère, prochainement. Deuxièmement, le conseil pratique que je vous donne, c'est de ne jamais vous engager dans un travail qui renforce le système. Alors, il y a pas mal de métiers qui renforcent le système aujourd'hui. C'est déjà ne jamais travailler dans le milieu bancaire, ne jamais faire en sorte que le fruit de votre travail, votre salaire, soit issu de l'usure. Ça, faut éviter, ça c'est normal.
Ensuite, par exemple, ne jamais aussi travailler dans les corps constitués, que ce soit la gendarmerie, la police, l'armée, parce que en réalité, vous défendez les manipulants au pouvoir et, et vous êtes contre le peuple. Là, clairement, vous êtes contre le peuple. Là, vous servez ceux qui oppressent finalement les peuples. euh, et là, c'est une complicité vraiment active, catastrophique, parce que le seul rempart entre eux et le peuple, bah, c'est les corps constitués. C'est la force, les forces armées qui les protègent. On l'a bien vu, hein, ça a été le cas quand les Gilets jaunes sont rapprochés de l'Elysée. Vous avez vu la peur bleue de Macron avec l'hélicoptère. Il y avait bien sûr une protection. On l'a vu aussi quand c'était chaud dans le pays et qu'il est parti se réfugier auprès justement des militaires qui étaient en base au niveau du Mali. Voilà, et puis il est parti leur faire des belles promesses. On l'a vu au temps du Covid, où justement la police, les militaires n'avaient pas l'obligation d'être vaccinés, ni de se masquer, tout ça, enfin de porter le masque. Donc vous voyez, c'est vraiment, ce sont des personnes qui protègent les manipulants. Il y a ce genre de métier, mais il y a aussi des métiers auxquels vous ne penseriez pas spontanément, mais comme le fait de servir les nantis, c'est-à-dire tous ces personnes matérialistes, de les servir en leur faisant leur ménage, en assurant leur sécurité, en s'occupant de leurs gamins. Ça, faut éviter. Ça, faut complètement éviter. Reprenez votre pouvoir sur votre vie et votre dignité. Ne les renforcez pas. Ne les servez pas. Et si, comme j'entends déjà les bien-pensants utiliser la phrase pas des lâches, mais des résignés, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Même si on est en situation justement où on sert le système, comme je l'ai dit au départ, au début, il faut en avoir conscience, il faut vouloir s'en sortir, il faut vouloir le meilleur et les opportunités vont arriver. Si on a le désir de s'en sortir, de ne plus être manipulé, de ne plus être un esclave, les opportunités vont arriver. Vous allez vous en sortir tout doucement, il faut du temps, il faut être patient. Il y a aussi tout ce qui est les métiers liés à la technologie, l'automobile, l'industrie automobile, l'agroalimentaire, avec la malbouffe, avec la surconsommation, tout ce délire. Il ne faut pas rentrer dans ce truc-là. Il ne faut pas participer à tout ça. Faut, en plus, en réalité, je veux dire, les gens qui travaillent dans ces milieux-là, je veux dire, ils vivent même pas au-dessus de ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des niveaux de revenus qui leur permettent juste de survivre, de payer leur loyer, puis de manger, puis c'est tout. Puis, mais en réalité, s'ils arrêtaient de travailler, ils seraient pareils en fait. Je veux dire, on est en France, on est dans un système quand même, il faut en profiter encore, où il y a la redistribution, donc il y a une forme de protection des individus par la redistribution, les aides sociales. Donc il faut en profiter de ça. Profitez de ça. N'allez pas travailler pour 1500, 2000 euros. 2500 euros, ça ne sert à rien. Vous serez toujours au même niveau de vie, ça ne sert à rien. C'est pareil. Seulement, la seule différence, c'est que vous ne disposerez pas de votre temps. Votre volonté sera complètement conditionnée. Alors, je sais que la liberté, c'est pas facile à vivre. Il y a la peur du vide, on le voit chez beaucoup qui, lorsqu'ils sont en vacances, commencent à s'ennuyer, sont pressés de retrouver leur train-train. Voilà. Il y a aussi, c'est une responsabilité. L'existence est une responsabilité, la liberté aussi. On n'a pas été formé pour ça. C'est vrai que ça peut faire peur. Il y a l'oisiveté qui peut surgir. On est d'accord. Il y a tous les vices, les addictions, la fuite du réel et tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on fuit qui peuvent réapparaître et être compliqué à gérer. Je vous l'accorde. Il faut faire preuve de volonté, de patience, et je vous promets que tout finit par rentrer dans l'ordre. La nature organise toujours les choses dans la meilleure direction. Il faut lui faire confiance. Faites confiance à votre nature. Donc voilà, c'était des idées, voilà,
Il faut éviter de travailler pour renforcer le système. Si vous voulez vraiment travailler, être occupé et tout, faites des choses qui ne vous engagent pas trop, qui ne renforcent pas le système. Faites, je ne sais pas moi, surveillant de piscine, baignade de piscine, vous faites gardien de gymnase. Voilà, vous faites des choses qui sont pas trop, enfin qui renforcent pas le système. Des choses un peu. Ouais, après, il n'y a pas énormément de choses, mais voilà. Ouais, c'est vrai que ça limite beaucoup le champ des possibles, mais travaillez sur vous. Parce que c'est ça le vrai travail. Le vrai sens du travail, c'est le travail sur soi. Et ça demande du temps. C'est le seul qui vous libérera et qui vous fera agir dans le réel, dans la réalité, de la meilleure des manières. Ensuite, le troisième point que je vous conseille, c'est toujours, c'est-à-dire de privilégier la construction d'une famille traditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par famille traditionnelle? C'est une famille dont les valeurs sont ancestrales, des valeurs qui ont été éprouvées dans le temps, qui ont fait leurs preuves au niveau de l'humanité sur des siècles, sur des millénaires. Une famille traditionnelle, c'est un homme et une femme au sein d'un mariage qui puissent comment dire, les protéger, les renforcer face à tout ce que, enfin, à toutes les forces négatives extérieures, à tout ce qui peut les détourner, à tout ce qui peut les décentraliser. Voilà, c'est très important, une famille traditionnelle, les valeurs traditionnelles, c'est très 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 important, c'est la base, c'est la première des sociétés, c'est celle qui vous protégera des méfaits de la société sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir. La société extérieure à nous, la société civile, on n'a pas de pouvoir dessus. Comme disaient les Grecs, le bonheur consiste à mettre sa volonté là où on a une prise, c'est-à-dire sur lesquelles on peut agir, et pas sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, on n'a pas de levier, on n'a pas de marge de manœuvre. C'est pas nous qui allons changer le système, c'est impossible. Mais par contre, le choix de votre famille, la construction de cette famille qui est la première des sociétés, il faut que vous en faites un choix conscient parce que la société aujourd'hui civile, les manipulants, la propagande d'État, tout est fait en sorte pour détruire la famille. Et vous le voyez très bien, que ce soit à l'école, que ce soit le fait que de faire travailler l'homme et la femme, de les sortir du foyer le plus de temps possible, de faire en sorte qu'il y ait moins de présence possible entre l'enfant et puis le parent. Donc l'enfant a plus comme repère des adultes extérieurs au foyer. Donc c'est très compliqué, faites attention, faites attention. Tout ça est savamment pensé. Si vous n'êtes pas alerte, vous vous ferez avoir. Le système a des siècles d'avance sur nous. Il faut faire preuve d'humilité. Ensuite, le quatrième point que je vous conseille, c'est de ne jamais regarder la télévision. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est plutôt facilité parce que maintenant on peut choisir nous-mêmes nos programmes avec Internet, avec YouTube, on peut essayer d'aller chercher nous-mêmes notre contenu, mais il y a une démarche à faire, évidemment, une démarche. La télévision, c'est la facilité. La télévision, c'est la propagande d'État, c'est la propagande des manipulants, c'est le divertissement, c'est l'abrutissement. Vous en avez conscience. C'est la décadence. On le voit à chaque vidéo, TikTok, enfin comment dire, là on éteint complètement les facultés humaines. C'est une lobotomisation. C'est même plus loin, enfin comme j'ai pu l'entendre, et puis c'était intéressant, c'est un écran sur l'écran, c'est un mur, enfin c'est des ombres sur des ombres, comme dans la caverne de Platon où on avait le mur avec les ombres dessus, là on rajoute un mur devant le mur, c'est avec les écrans. Donc faites très attention. La télévision, faites très attention. La propagande, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme notre corps, lorsqu'on ingère des aliments, ça a un impact sur notre santé physique, l'information, à travers les médias et puis la télévision, c'est une forme de nourriture pour l'esprit. Regardez ce que vous ingérez.
ça va modeler votre esprit, votre mental, votre vision du monde, votre imaginaire. Reprenez le contrôle sur votre récit. Quelle image vous avez de vous sur plusieurs années? Quel est votre idéal? Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui aurait une réussite financière? Vous voyez dans une maison avec une belle cuisine équipée, avec ceci, avec du clinquant autour de vous, des amis qui viennent à la maison pour leur montrer tout ce que vous avez. Est-ce que vous avez cette image-là, un petit peu proposée par la société matérialiste? Ou est-ce que vous avez l'image de la simplicité, où vous voyez proche de la nature, avec le nécessaire, vous promenez à la forme un petit peu des sages, enfin de tous les temps? Quel est votre idéal? Quels sont, quel est votre imaginaire, vos modèles, vos archétypes que vous portez en vous? Faites attention. Alors, le cinquième point, c'est d'avoir des activités locales qui favorisent notre rapport au réel. C'est très très important. C'est-à-dire donc essayer bien sûr d'éviter le plus possible d'être dans le virtuel, puisque dans le virtuel, on n'a pas de contrôle en réalité sur notre psyché. Donc le rapport au réel, c'est primordial. Vous remarquerez que les sociétés aujourd'hui sont organisées de façon à ce que les gens soient déconnectés de leur réalité. C'est-à-dire, ils travaillent à plus de, je sais pas moi, plus d'un quart d'heure de chez eux, voire plus d'une demi-heure, même des fois 1 heure et demie de transport, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Euh, Organisez-vous, patientez, et les opportunités viendront. Moi, je l'ai expérimenté. Quand j'ai voulu des choses, sincèrement, j'ai patienté et les choses se sont organisées. Même aujourd'hui, j'ai tout à 10-15 minutes à pied autour de chez moi. Je vis avec tout autour à 10-15 minutes de chez moi. Toutes les administrations, tous les commerces, la nature, le sport, tout est à 10-15 minutes de chez moi. C'est comme ça. C'est parce que c'était une volonté profonde, que j'avais un désir profond, et l'univers s'organise pour vous donner ce que vous voulez. Ça prend un peu de temps, mais il faut être sincère avec soi-même. Ça prend un peu de temps, mais vous le pouvez, c'est possible. Donc j'utilise très peu ma voiture. En effet, je dois mettre allez, 30 ou 40 euros d'essence dans le mois, quoi. Ouais, dans le mois, mais c'est pour aller faire les courses, parce que des fois, voilà, il faut porter les packs d'eau, tout ça. Donc c'est là où je vais utiliser la voiture. Mais c'est dans un rayon de 5 km, quoi. Tu vois, c'est pas plus. Mais donc moi, je peux pas être dans les bouchons. Enfin, c'est impossible. C'est pas. Non, non. Mais après, je dis pas que je l'ai pas été. Je l'ai été. Ce que je dis, c'est que si vous êtes encore dedans, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut avoir le désir profond de changer, parce que vous percevez que c'est quelque chose qui ne vous permet pas d'atteindre une forme de bien-être et de bien vivre. Et que ce n'est pas, si vous aviez le choix, c'est pas ce que vous désireriez. Vous comprenez? Si vous aviez le choix, ce n'est pas, et pourtant on a le choix. C'est ça la vérité. Mais le temps, il faut du temps pour que ça se transforme dans la réalité. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas patients, ils veulent tout de suite. Et c'est l'un des effets de nos sociétés modernes. Avec les écrans, on n'a plus de patience, on zappe tout de suite. C'est la société du zapping. C'est très subtil. Tout prend du temps dans la nature. Toutes les choses de qualité demandent du temps. Donc avoir des activités locales qui favorisent notre rapport au réel, c'est vraiment le cinquième point. Et c'est aussi ce qui va nous connecter au vivant. Aller faire un tour dans la nature. Voilà, c'est le réel. Aller faire du sport. C'est votre rapport à votre corps. Voilà, c'est quand même le premier socle, notre premier rapport à la matière. C'est pour ça, quand je dis matérialiste, évidemment qu'on a tous un peu de matérialisme en nous, puisqu'on a un rapport à notre corps. C'est déjà le premier rapport à la matière, c'est notre corps. Mais il faut que ça soit raisonnable. Il ne faut pas que ça en devienne, je veux dire, il ne faut pas que ça domine notre existence. Voilà, c'est une composante, mais il faut qu'elle soit au service de quelque chose de plus élevé, de plus noble. On n'est pas des animaux.
Donc, même si on a une part animale, évidemment. Donc, ça, c'était le 5e point. Et c'est aussi ce qui va nous permettre, comment dire, d'être plus humain, d'être ancré dans le réel. Le 6e point, c'est d'avoir une consommation nécessaire. Voilà, ça suit un sens logique aussi. Une consommation nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par nécessaire? C'est-à-dire ne pas trop céder aux sirènes de la société de consommation. Il faut éviter de courir après tous les outils technologiques, les derniers produits. Tout ça, c'est vrai que si on met notre tête dedans, on est très vite attiré. Évidemment, on est des êtres humains, on aime les belles choses, le plaisir. C'est naturel, mais le problème, c'est qu'il y a des pièges derrière ça et que si on n'est pas conscient, on ne va pas les percevoir. Et on va toujours être dans cette forme de souffrance en permanence, de manque. Sean Ponner l'a très bien expliqué hein, dans son explication, dans sa définition du désir qui mène toujours à la souffrance, parce que le désir, une fois qu'on l'obtient, eh ben, il y a le manque qui revient puisqu'on l'a obtenu, et donc c'est une boucle perpétuelle, c'est un cercle vicieux, une souffrance en permanence. Il faut essayer comment dire, on va toujours désirer, mais essayer de mettre son désir au service d'un esprit plus élevé, plus conscient. Vous voyez l'idée? C'est ça. Donc la consommation nécessaire, c'est celle qui nous permet de perdurer, d'exister. Comme aurait dit Spinoza, le conatus. C'est-à-dire cette vie qui se perpétue par elle-même, cette force de vie. Donc, évidemment, il faut continuer à consommer, il faut bien manger pour notre corps, il faut s'habiller, il faut se vêtir, bien sûr, il faut se loger. Bien sûr, c'est normal. Tout ça, il n'y a pas de reproche à faire à tout ça, mais c'est quand ça devient, c'est quand c'est mis au service euh, d'une bêtise ou d'un ego complètement mal placé, ou d'un désir d'ostentation et tout ceci, tout ça finalement une faiblesse, un vide existentiel. Je veux dire, quand on consomme pour combler un vide existentiel, là c'est pathétique. C'est pathétique. Il n'y a rien à envier là-dedans. Donc, consommation nécessaire, c'est aussi ce qui vous libérera des crédits. C'est aussi ce qui vous libérera du regard d'autrui. C'est aussi ce qui vous libérera énormément de temps. Donc, c'était le 6e point. Et le 7e point, pour finir, c'est de s'entraîner. Ça, c'est très important. De s'entraîner à se détacher de tout ce qui nous attire. C'est très 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 important parce que tout part de l'intérieur. Car lorsqu'on s'entraîne à se détacher de tout ce qui nous attire, c'est aussi une préparation mentale à la vérité de cette vie qui est la mort inéluctable. Alors j'ai conscience que dit comme ça peut faire peur à beaucoup de monde. Mais en réalité, c'est très profond et c'est beaucoup plus simple que ça. L'acceptation est une condition de la libération. C'est la peur qui nous enferme dans ce monde matériel et qui enferme notre esprit. Pour faire une citation du film de Star Wars, pour certains qui connaissent, c'est la scène où Maître Yoda, à la moitié finalement de la saga, la moitié de la fin des 6 premiers épisodes, à la moitié, c'est lorsque Anakin a peur, craint et il sent qu'il est en train de tomber dans le côté obscur, il va voir Yoda qui lui conseille et qui lui dit « Entraîne ta volonté à renoncer à ce que tu as peur de perdre. » C'est ça qui mène au côté lumineux. C'est lorsque nous acceptons la finitude de toute chose dans cette existence. Parce que sinon, on va s'accrocher mentalement à tout et on va avoir peur. On va vivre dans la peur de perdre les choses, même inconsciemment. Et notre comportement va se caler à cette peur. Il faut vivre en confiance. Et c'est pas si évident que ça.
s'entraîner à se détacher de tout ce qui nous attire, c'est un travail quotidien. C'est de s'éloigner des sources qui pourraient nous influencer en permanence. La télévision, le blabla, le discours des gens complètement conditionnés, complètement dedans, des injonctions, enfin de la société, tout ça, il faut être très, 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 très vigilant. Avoir un esprit vigilant, alerte. C'est très, très important. C'est peut-être l'une des bases. Moi, je me souviens que lorsque j'ai commencé mon travail intérieur, il a commencé, je me souviens très bien, c'était à mes 20 ans, donc à l'aube de mes 20 ans, c'était un mois avant mes 20 ans. J'ai eu cette expérience qui a été extraordinaire, mais qui a été aussi une source de peur énorme. Et je me suis servi donc de cette période, enfin de ce moment pour affronter mes peurs, pour les dépasser, pour les accepter. Ça a été un gros travail. Et au bout du bout, c'était l'acceptation de la finitude et de la mort qui m'a permis d'être plus serein et d'avancer dans la vie de manière plus forte et d'être moins influençable. Mais c'est un travail continu. Là. Ça fait 20 ans que je fais ça. Des fois, je peux retomber. Le système peut être très malin. Et puis aussi, des fois, on a des responsabilités enfin, qui nous engagent. Nos couples, nos enfants. Ce qui fait que des fois, ça sort aussi de notre propre travail intérieur. Il y a des choses voilà, qu'on est obligé un petit peu de céder un petit peu. Mais j'ai bon espoir que peut-être entre mes 40 et 60 ans, je puisse avoir un peu plus de marge de manœuvre dans mon travail intérieur. Et même quand mes enfants seront grands, à 60 ans, alors là, par contre, j'espère vraiment à 60 ans, moi, c'est mon idéal. Arriver, moi, c'est la vision que j'ai, mon petit potager, mon petit jardin, éloigné de la société de masse, à écrire, à essayer d'être en communion, en connexion avec la nature qui m'entoure, à être disponible pour les gens que j'aime et qui m'apprécient, qui m'aiment, être positif et puis attendre en paix ma sortie. C'est surtout ça. C'est pour ça que quand je vois tous ces boomers ou tous ces retraités qui sont là et qui ont accumulé tellement de patrimoine, qui sont tellement identifiés à ce qu'ils ont accumulé, et que là ils se rendent compte que bon ben c'est très compliqué de s'élever. Ils, ils ont construit leur sécurité sur tout ça et finalement c'est une sécurité illusoire. Ils se rendent compte que ça ne les protégera pas de la mort. Donc il faut l'accepter et puis voilà, être une personne âgée pour moi c'est quelqu'un qui doit être sage, qui doit faire preuve de sagesse. Quand je vois tous ces libidineux du troisième âge là qui peuvent pas s'empêcher de regarder comme ça à gauche à droite les corps féminins, c'est parce que c'est des personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles. Ce sont des personnes qui n'ont jamais enclenché ce processus de déconditionnement pour réellement s'accorder à leur nature profonde, à leur être et pour accéder à des dimensions supérieures. Évidemment, ce sont des matérialistes, voilà, ils étaient complètement dedans, puis ça donne le résultat que ça donne à la sortie. Enfin, c'est triste. Et donc, bon, il y en a d'autres aussi, mieux vaut tard que jamais, comme je dis. Il y en a beaucoup qui commencent un petit peu à faire ce travail d'éveil, arrivent à la retraite parce que le système leur accorde un peu plus de temps du fait qu'il n'y a plus le conditionnement du travail. On leur offre une retraite, donc ils ont un peu plus de temps libre. Donc là, ils commencent à disposer un peu de leur temps, à se retrouver avec eux-mêmes, ils commencent à réfléchir, et là, bon, ils commencent à... Voilà, ce travail-là qu'ils auraient dû faire en réalité quand ils avaient, je sais pas moi, 25 ans, 30 ans, même 20 ans. Enfin, plus c'est tôt, mieux c'est. Mais ils commencent à le faire à la retraite. Bon, bah, c'est toujours mieux que celui qui ne le fera jamais. Mais voilà, après, il y a beaucoup de retraités quand même, on voit, qui veulent toujours rester actifs, qui travaillent pour accumuler encore un salaire à côté de leur retraite.
Alors, je ne veux pas entendre l'argument de ils ont des petites retraites, ils ont des petites retraites. Si vous avez bien écouté ma vidéo et vous avez compris euh, ma façon de penser, vous comprendrez que pour moi, l'argent n'est pas euh, comment dire, le but, le point culminant de cette existence. Ce n'est pas ça, on s'en fiche. Il faut un minimum pour vivre. On a besoin d'un minimum. Il faut être sur une consommation nécessaire, il faut être connecté à des choses qui ne coûtent pas d'argent. Allez vous promener dans la nature, il faut arrêter. Il n'y a pas besoin d'argent. Quand tu as un train de vie, bien sûr que quand tu as vécu toujours dans le matérialisme et que tu as accumulé et que tu as fait un certain train de vie, ben là oui. Mais en réalité, on peut vivre avec très peu, hein. Avec très peu, on peut vivre, hein. Et puis, il y a pas mal d'aide, il y a beaucoup de solidarité quand même encore, hein, malgré tout, dans cette société. Il y a encore des gens bien. Et donc, voilà le conseil que je vous donne. Travaillez tout de suite sur vous-même pour tenter, c'est un peu dur comme ça, dire comme ça, mais de mourir en paix, d'être une personne âgée euh, qui mérite le respect, qu'on admire, dont on apprécie la présence et les conseils, et dont sur le visage on puisse lire la satisfaction du destin, de son existence, et qui puisse éclairer par son être intérieur, par sa lumière, le chemin de ce qu'il croisera. Voilà, c'est très important. Donc voilà, c'était mes conseils sur le déconditionnement. Et sur le conditionnement, voilà, je vous ai un peu expliqué un petit peu. On n'a pas vraiment on n'est pas rentré dans le fond des choses, enfin de chaque point, enfin qui mériterait d'être abordé. Peut-être ça serait peut-être l'occasion d'écrire un livre parce que j'ai pas mal de notes. J'ai plus de, il me semble à peu près 600 notes, hein, que bah, juste sur mon téléphone, hein, sur le Samsung Note. Donc j'ai noté énormément de choses, que ce soit des aphorismes, des citations que j'ai écrites, des réflexions sur la société, sur énormément de thèmes, sur la féminisation, sur le rapport homme-femme, sur les enfants, sur notre rapport au monde, sur nos rapports à nos désirs, sur notre rapport au temps, le temps très 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 important, notre ressource la plus précieuse évidemment, puisque sans le temps il n'y a plus la vie, hein, en tout cas dans cette incarnation évidemment. Alors voilà, je peux paraître comme ça un petit peu sage, philosophe et tout, mais en réalité, je suis en permanence, comment dire, sur un fil comme un funambule à rechercher l'équilibre. C'est un travail constant, mais qui mérite d'être vécu. Les matérialistes au pouvoir, les manipulants, souhaitent que vous ne puissiez jamais, jamais entreprendre ce travail, ce chemin, parce que eux, ils ne l'ont pas fait, et ils désirent ardemment plus que tout que vous les rejoigniez avec eux dans leur perdition, dans la promesse que leur a fait finalement, je pense, leur Dieu, c'est-à-dire Satan ou Iblis, ou je ne sais pas moi, comment on pourrait appeler ça. En tout cas, c'est l'être humain doit toujours servir une force qui lui est supérieure à lui. Eux, qu'ils le sachent ou pas, consciemment ou inconsciemment, c'est cette entité maléfique, négative qu'ils ont décidé de servir. C'est forcément la voie de la facilité qu'ils ont préféré emprunter. Donc on verra si leur, leur prince des ténèbres tiendra ses promesses. Mais on sait déjà que le mensonge est l'une de ses armes préférées, bien sûr. Mais le mensonge, parfois, il l'utilise avec les faibles. Mais pour détourner les plus, on va dire, les plus forts d'esprit, de volonté, il utilise évidemment la vérité pour détourner. Parce que sinon, ça serait trop simple. Il ne peut pas
Sinon, il se ferait griller, il se ferait repérer très vite. Un esprit affûté, préparé, alerte, voit tout de suite, le poteau rose, pour utiliser l'expression consacrée. Donc voilà, c'était quelques conseils. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous les partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas. C'est très important. C'est vrai que j'ai pas parlé de la religion. Ça peut être une solution. La religion est un moyen, évidemment, un bon moyen de trouver des repères pour se prémunir justement des méfaits des êtres, des autres êtres humains par le conditionnement, tous ces manipulants, mais aussi nos propres maux, nos propres faiblesses. Donc la religion peut offrir des repères. Faites attention tout de même à vers quelle religion vous allez, parce que il faut être prudent, parce qu'il y a pas mal aujourd'hui de religions qui ont été infiltrées, qui ont été dénaturées. Aujourd'hui, bon, là, les manipulants proposent évidemment la religion de la République, qui est la laïcité. Enfin, c'est flagrant. Il y a des dogmes, il y a des valeurs derrière. Il y a une volonté de transcendance, c'est-à-dire de soumission de la volonté humaine à une force supérieure, qui est l'État, mais en réalité l'État lui-même est soumis à une force supérieure qu'on a définie juste avant, dont je n'ai pas besoin de renommer. Donc faites attention, protégez-vous pour votre salut, pour votre vie, pour vos enfants, pour vos proches et pour tous ceux qui vous aiment. Tout ceci est des plus importants. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt. Ciao. La lutte des consciences a commencé. Vous n'êtes pas seul. Déconditionnez-vous de l'esprit matérialiste. Rejoignez-vous et entrez dans la lumière.